Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez bien dormi. Si ce n'est pas le cas, cette émission est faite pour vous. On parle du sommeil ce matin. Ne pas bien dormir peut nous gâcher la vie, voire nous mettre en danger. Nos invités nous donneront tous les conseils pour glisser sereinement dans les bras de Morphée. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, bien dormi ? Et oui, bien dormi, Anne Fanté, j'espère que toi aussi. Bonjour à vous à la maison. Ce matin, moi, je vous parle de mode durable. Et pour cela, je suis à Paimpol, chez Dalmar Marine. C'est l'institution bretonne du caban, mais pas que, vous allez voir. D'ailleurs, vous allez tout savoir sur ce style marin qui traverse les générations en Bretagne et partout dans le monde, d'ailleurs. Salut Maxime. Salut Evan. Donc tu es Maxime Dalmar de Dalmar Marine, donc j'en déduis que cette entreprise c'est une affaire de famille. Exactement, l'entreprise elle date de 1922 et en 1922 mon arrière-grand-père en fait a créé cette entreprise ici à Paimpol. Et il était à la fois marin et puis commerçant. Quand on n'était pas marin, il était au commerce. Ah oui, du coup, il a créé l'entreprise et il a commencé à confectionner des vareuses avec, donc pour les pêcheurs qui partaient en Islande. Voilà. Et alors maintenant, vous êtes vraiment les spécialistes du caban, notamment le caban qu'on voit ici. Voilà, alors le caban, c'est ça. Effectivement, c'est un manteau donc col croisé à double boutonnage, c'est-à-dire qu'on peut le boutonner dans un sens ou dans l'autre. Il est frappé avec des boutons frappés avec des encres marines. Et puis, vous verrez qu'on peut les personnaliser, mais ça, on vous le dira tout à l'heure. On vous en parlera après, effectivement. Et, vous faites aussi des cabiques. Et on fait aussi des cabiques. Alors qu'est-ce que c'est le cabique ? Qu'est-ce que c'est le cabique ? Le cabique, c'est ce manteau qu'on voit ici, donc qui est pareil, en laine imperméable et qui a une capuche et qui servait historiquement pour les goémoniers. Voilà, pour les intempéries. Comment est-ce qu'on explique que le vêtement marin traverse autant les générations et soit finalement jamais démodé ? Alors, il y a des modes, les cabans, mais c'est vrai que depuis des années, les cabans existent. Alors, je pense que c'est lié au fait que il remplit toujours sa fonction. Et la fonction, pour un caban, elle est simple, c'est imperméable, c'est résistant, et du coup, c'est ce qu'on fait depuis des années. Tant qu'il est résistant et qu'il ne prend pas la pluie, on continuera à le porter. C'est ça. Alors, pour vous diversifier, toujours en mode durable, vous avez aussi, vous concevez aussi des pulls marins. Des pulls marins, ouais. D'ailleurs, mais c'est le même, dingue. Voilà. Comment est-ce qu'on explique que le pull marin soit toujours relié à la marinière et aux rayures ? En fait, je pense à... Bon, j'y étais pas à l'époque, mais ils ont dû créer en fait effectivement un code, donc un code de nombre de rayures qui était dans la charte quelque part. Et aujourd'hui, là on regarde par exemple les petits boutons qui sont là. Je pense que ça y était pas à l'époque. Ils ont dû créer ça. C'est un effet de mode qui a dû apparaître dans les milieux des années du XXe siècle. Voilà. Et du coup, ça reste intemporel. Après, on s'autorise d'autres petites fantaisies, effectivement, sur ces pulls et ces marinières. Alors, aussi, c'est important d'en parler. On sort d'un week-end de Black Friday. Oui. Vous, chez Dalmar Marine, vous êtes engagé justement contre le Black Friday pour vendre au prix juste, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Nous, on considère que chaque travail en fait, qui a été effectué sur que ce soit un vêtement ou autre, finalement, ça a de la valeur. Et en fait, parler de la valeur, c'est la valeur du travail des gens qui ont fait le tissu, des gens qui ont façonné, qui ont fait les boutons, etc. Et du coup, d'avoir une journée comme ça qui est en lien avec qui casse les prix, finalement, quelque part, est-ce que c'est pas casser finalement le travail qui a été fait derrière ? Surtout qu'un pull comme ça dure presque toute la vie. D'ailleurs, Maxime, j'ai mis le vieux pull que ma grand-mère m'a tricoté il y a 15 ans et je me dis que peut-être que tu pourrais changer parce que le col, c'est vraiment pas ça. Mais t'inquiète on pas, parle de mode durable. On va s'occuper de toi. Bon, merci Maxime. On se retrouve tout à l'heure pour un relooking et puis aussi pour vous montrer comment est-ce qu'on confectionne justement ces cabans avec des matières premières pour la plupart françaises. Vous verrez, on vous montre tout ça tout à l'heure. Je vais sortir mon ciseau de couturier. Pour ta grand-mère, elle va pas être très très contente, Mais elle m'en voudra pas. Bisous, mamie. Allez, à tout à l'heure. Evan, on en vient à notre dossier du jour. C'est l'un des effets de la crise sanitaire que nous traversons. Notre sommeil peut être perturbé en ces temps troublés. Vous voyez ces explications en chiffres et en images. Et on voit tout ça avec nos invités. T'as l'air crevé, toi. Je dors mal en ce moment. Pendant le premier confinement, plus d'un Français sur deux a connu des troubles de sommeil. Et depuis mars dernier, la consommation de médicaments pour retrouver le sommeil est en hausse de 7% par rapport à 2019. Avec la crise sanitaire qui dure, nous ne sommes pas près d'avoir des nuits paisibles. Stress, angoisse, anxiété s'ajoutent à la perturbation de notre rythme de vie.
Or, pour avoir un bon sommeil, rien de mieux que la régularité de notre rythme veille-sommeil. Autant qu'il est possible, il faut se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même en télétravail. Il est important d'avoir une activité soutenue dans la journée. Pour rompre la sédentarité, on s'efforce de sortir quotidiennement prendre l'air. Pratiquer un minimum d'activité physique est primordial. De plus, notre corps a besoin de voir la lumière du jour. Car sinon, on est en manque de mélatonine, une hormone qui régule les rythmes biologiques circadiens et qui, en soirée, facilite l'endormissement. Attention également aux écrans, on se déconnecte 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Allez, le marchand de sable va bientôt passer. Pas tout de suite quand même. Et avec nous ce matin, Christelle Lemagé, bonjour, vous êtes sophrologue. Jean-Louis Michel, vous êtes le dirigeant de la Literie Michel, entreprise fondée par votre père. Et Céline Brûlé, notre Madame Belle Histoire, vous nous parlerez d'impro et de solidarité. À tout à l'heure. Alors en 2 mots, Christelle Lemagé, c'est quoi la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo dans les années 60 et qui est à la croisée entre l'hypnose et le yoga et qui va permettre en fait de trouver un équilibre entre ses émotions, ses pensées et ses comportements. Et effectivement, lorsqu'on a un mauvais sommeil, souvent on peut cogiter, on peut se laisser envahir par ses pensées. Donc voilà, la sophrologie peut être aidante. Alors justement, nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil par rapport à notre âge, à notre sexe. Comment cela s'explique ? En fait, effectivement, on ne va pas être égaux. Déjà, il y a des petits et des gros dormeurs. Donc, les petits dormeurs peuvent dormir à peu près 6 heures par nuit. Et ça va leur suffire. Ils seront en forme. Et les gros dormeurs ont besoin de 9 heures. Donc, déjà, c'est être à l'écoute. Une inégalité de base qu'on n'explique pas. Voilà. Alors, qu'on n'explique pas, en fait, effectivement, il y a des gènes. Mais aussi, ça peut être lié tout simplement aussi à l'âge. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, on ne va pas forcément avoir besoin du même temps de sommeil. Et puis, lié aussi à nos conditions de vie. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres, en fait, qui vont faire qu'on va être petit dormeur et gros dormeur. Petite question personnelle, Céline, petite ou grande dormeuse ? Actuellement, petite dormeuse qui aimerait être une grande dormeuse. Jean-Louis Michel, vous qui vendez des matelas, petit ou grand dormeur ? Gros dormeur. Gros dormeur ? Depuis toujours ? Depuis toujours. Christelle Lemagé ? Moi, je suis grosse dormeuse. Ok, 2 contre 1. Moi, je suis petite dormeuse, donc on est à égalité. Alors, Jean-Louis Michel, les clients qui viennent vous voir, est-ce qu'ils vous parlent de leurs problèmes de sommeil quand ils arrivent pour acheter un matelas ? Tous les jours. Tous les jours. Alors, la chose, c'est également qu'en France, on a des literies trop étroites. Il faut prendre des literies plus larges pour mieux dormir. Et les clients qui s'adressent à nous, bien sûr, ils ont toujours des problèmes, soit de dos, soit de sommeil, soit de hanches, et bien sûr, ils viennent chez nous. Alors, on entend souvent dire qu'il faut, pour avoir une bonne nuit, 7 ou 8 heures de sommeil. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a les petits dormeurs et les gros dormeurs. Donc, c'est plutôt bien apprendre à se connaître et identifier son propre besoin. Voilà. Et donc, par contre, il ne faut pas confondre petit dormeur et dette de sommeil. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont petits dormeurs, mais qui, le week-end, vont avoir besoin de récupérer. Donc ça, ce n'est pas un petit dormeur. Le petit dormeur, il n'a pas besoin forcément de récupérer le week-end. Est-ce que dans votre activité, vous avez constaté une augmentation des consultations liées au sommeil depuis le confinement ? Il y a eu un boom, peut-être ? Oui. Moi, au niveau de mon activité, effectivement, j'ai beaucoup de demandes là, depuis la fin du premier confinement. Donc, alors, est-ce que... je pense que certaines personnes avaient déjà des problèmes de sommeil auparavant, mais peut-être qu'elles ne s'en occupaient pas. Et le fait aussi d'être un peu seul face à soi-même pendant le confinement fait qu'il y a aussi des peurs qui ont été générées. Et c'est souvent dû au stress, à l'angoisse, à l'anxiété, le fait que ces personnes-là viennent vous consulter ? Oui, exactement. Oui, c'est souvent lié au stress et à l'angoisse. Est-ce que vous, de votre côté, Jean-Louis Michel, votre activité a été dopée par la crise sanitaire que nous traversons, les effets du confinement ? Oui, oui. À la sortie du confinement, on a eu un retour significatif dans les magasins. Il faut dire que les gens sont restés chez eux, donc confinés, donc dans leur intérieur. Et là, ils ont pris la mesure, pour certains, oui, que c'était important de bien dormir. Et finalement, qu'est-ce qui se vend le plus dans votre magasin ?
Moi, j'oriente sur les grandes tailles. Quand les gens viennent nous voir, nous disent je dors mal et puis je veux rester sur un petit lit de 140, je dis mais non, il faut prendre une grande largeur 180. Ensuite, en technologie, on est présent sur toutes les technologies. D'accord. Et chacun a ses goûts et définitions de confort. Alors j'aimerais à présent qu'on écoute cette question de Julie. Bonjour, depuis le début du reconfinement, je dors très très bien, seulement je dors de plus en plus. J'ai l'impression de passer la moitié de ma journée à dormir. Je fais des nuits d'environ 10 à 12 heures et j'arrive même à faire des siestes l'après-midi depuis quelques jours. J'en ai fait une hier qui a duré 4 heures. Je dors plus que je n'ai d'activité et pourtant j'ai l'impression d'être complètement fatiguée. Pourquoi ? Merci Julie pour ce témoignage. 10 à 12 heures de sommeil. Est-ce que c'est grave de trop dormir, Christelle Lemager ? Alors, en fait, c'est vrai que normalement, le corps va se réguler de lui-même. Donc, s'il ne se régule pas, c'est il y a sans doute besoin d'aller quand même consulter parce que effectivement 10-12 heures de sommeil plus des siestes dans la journée, ça fait beaucoup. Alors déjà, la première chose que peut faire Julie, c'est faire un petit test qui s'appelle le test d'Epworth que je vous ai amené ici. Alors je ne sais pas où est la caméra là, peut-être. Voilà. C'est l'échelle de somnolence. Voilà, une échelle de somnolence. Et si Julie répond à 10 ou supérieur à 10 en termes de score, il vaut mieux, ce serait bien qu'elle aille consulter, effectivement. Et là, elle peut donc aller au centre du sommeil où elle sera prise en charge. Et s'il y a besoin, on lui fera un enregistrement aussi pour comprendre un petit peu mieux son sommeil. D'accord. Je pense aussi qu'il est important de rappeler pourquoi on dort. Quelles sont les fonctions essentielles du sommeil ? Alors effectivement, c'est important de dormir parce que pendant la nuit, il se passe pas mal de choses et il y a des régulations au niveau de certaines hormones comme l'hormone de la croissance. Donc pour les enfants, c'est important. L'hormone de l'appétit aussi. Voilà, l'insuline. Il y a plein de choses qui se passent et on va fabriquer aussi des anticorps pendant le sommeil et on récupère, on se régénère. Donc si on dort mal, si on n'a pas le compte de sommeil, ça peut entraîner aussi des problématiques de santé. Et justement, ces conséquences sur la santé d'un manque chronique de sommeil, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a différentes choses qui peuvent apparaître. Donc, il peut y avoir, on a vu qu'en dessous de 6 heures de sommeil, il peut y avoir des risques de diabète. Il peut y avoir aussi des problèmes d'obésité, des problèmes cardiovasculaires. Voilà. Et puis, chez les adolescents aussi, pour les études, des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Donc, le sommeil, c'est vraiment important. Être un dormeur moyen, en fait, finalement, parce que si on dort pas assez, il peut y avoir des conséquences sur la santé, et si on dort trop... Alors, l'équilibre, il est c'est-à-dire qu'en dessous de 6 heures, ça devient dangereux. Mais un petit dormeur, s'il dort 6 heures et qu'il est en forme avec 6 heures, ça n'aura pas forcément d'incidence. Mais il y a des personnes, parfois, qui dorment 4 heures. Donc là, oui, ça peut... Et si ça se répète... de façon chronique, effectivement, là, ça peut avoir une incidence. En tout cas, qu'on soit petit ou grand dormeur, on a tous besoin d'un matelas. Quel est le conseil que vous donnez pour ceux qui souhaitent trouver un matelas qui leur corresponde ? Faire l'achat dans un magasin. Il y a la vente aujourd'hui sur Internet, mais c'est très délicat, on ne peut pas essayer. Et ensuite, d'y passer un petit peu de temps. Certains clients viennent acheter ça comme une baguette de pain. Ils ne sont pas rentrés, qu'ils veulent être servis. On passe un tiers de sa vie au lit. Après, ses chaussures, c'est dans son lit. C'est ce que je leur dis au magasin. Alors, appliquez-vous. Accordez un peu de temps et du budget aussi. Un couchage du quotidien ne peut pas être un matelas à 300 €. Il faut être raisonnable. Et justement, quel est le prix pour un matelas de qualité ? C'est quoi les fourchettes à peu près ? Ça dépend de ce qu'on va mettre dedans. Si on a des produits très nobles, on a un matelas avec que des produits naturels, c'est la matière première qui va faire le prix de revient. Sinon, on peut trouver un matelas avec un confort dans un budget à 300-400 €, quelque chose de très bien. Alors vous me disiez en préparant cette interview que nous les Français, nous gardions trop longtemps notre literie. C'est vrai ça ? En France, c'est la moyenne. En Europe, c'est les Français qui gardent leur literie plus longtemps. D'accord. Il n'est pas rare d'avoir des clients qui vont vous dire, ça fait 17 ans, 20 ans qu'on dort sur le même matelas. Ah oui. C'est plus possible. Et de venir au magasin et nous dire, mon Dieu, je ne dors pas bien. Ça fait 17 ans.
J'en ai eu un samedi comme ça, très amusant. Je lui dis, décidons-nous. Vous êtes là avec votre épouse. Eh ben non, il est reparti. Et il avait remis un vieux matelas sur un matelas. Donc il avait 2 matelas l'un sur l'autre. Ça m'échappe. Vraiment, ça m'échappe. Je m'en amuse. Je crois que c'est 10 ans la moyenne d'un matelas, non? C'est pas ça? On devrait changer tous les 10-12 ans. Voilà. Mmh. Même en termes d'hygiène, on transpire la nuit. Donc au bout d'un moment, ça ne le fait plus. Alors je vous propose maintenant d'écouter ce conseil de Marion. Mon conseil pour bien dormir, c'est de prendre le temps de faire une posture de yoga le soir avant d'aller vous coucher. Quelque chose de très simple, accessible à tous. Vous allongez simplement au sol avec les jambes contre un mur, les fesses bien collées au mur. Si vous avez mal en haut du dos, dans cette posture, vous n'hésitez pas à glisser un coussin sous vos fesses et vous restez là quelques instants à respirer une nuit de sommeil de qualité garantie. Finalement, pour bien dormir, Christelle Nemager, il faut quand même déjà d'abord lâcher prise. Oui, mais lâcher prise, c'est pas forcément... C'est facile de le dire, c'est moins évident de le faire. Et effectivement, comme le disait Marion, ça passe par la respiration abdominale. En fait, moi, quand les gens viennent me voir pour la première fois, je regarde comment ils respirent. J'essaye de leur montrer comment respirer par le ventre, parce que tout le monde n'y arrive pas. Ça fait pas tout, la respiration abdominale, mais c'est vraiment la base, parce que ça va aider à un meilleur relâchement, et ça passe par là. Et puis après, il y a plein d'autres techniques pour aider à lâcher, à se détendre, et physiquement et mentalement. Et puis il y a aussi quelques conseils hygiène autour du sommeil. Oui, les conseils d'hygiène du sommeil. Alors effectivement, pour en citer quelques-uns, vous en avez déjà donné dans votre présentation tout à l'heure, mais c'est aussi une bonne température de la chambre à coucher. En ce moment, il y a du chauffage puisque c'est l'hiver, donc il ne faut pas dépasser 18 degrés. Le deuxième, je dirais, par rapport aux écrans. Vous l'avez dit effectivement tout à l'heure, mais c'est vrai que en fait, si les personnes regardent des écrans trop tardivement, la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, va se mettre en place par rapport à la pénombre. Et donc, si vous envoyez à votre rétine de la lumière, donc vous envoyez le signe à votre cerveau, finalement, qui fait jour, et la mélatonine va avoir du mal à se mettre en place, à s'installer. Donc, c'est vraiment important de couper les écrans à peu près 3/4 d'heure, 1 heure avant d'aller se coucher. Merci beaucoup, Christelle Nemager, pour ces conseils. Merci, Jean-Louis Michel, d'avoir répondu à nos questions. On prend maintenant la direction de Paimpol, où l'on retrouve Evan. Oui, Evan, dans son nouveau joli pull, mon petit pull marine, comme dirait la chanson. Merci de m'avoir prêté, Maxime. De rien. Alors, on est là pour parler confection de caban, puisque c'est votre métier. Explique-nous comment on fabrique un caban, comme on peut voir là, justement. Alors, comment on fabrique un caban? Déjà, il faut savoir que c'est 1 an avant que ça se pose, la question. Donc, on commence déjà par un dessin, tout simplement, à réfléchir quel va être le caban de demain. Ensuite, on a besoin de matière, et puis d'accessoires, et puis de continuer à travailler sur quelle belle matière va aller sur ce caban. Donc un caban, c'est fait principalement de laine. Exactement, c'est fait de laine, en drap de laine, de drap de laine. Et alors comment est-ce qu'on passe de la laine d'un mouton, comme on peut voir ici, ça fait un peu chèvre, etc., au drap de laine? Au drap de laine, ça met déjà 3 mois, à partir du moment où on a la laine, jusqu'à l'arrivée d'un tissu comme ça en laine imperméable. Donc il y a à peu près 14 procédés de fabrication, donc c'est très complexe. Et le procédé en fait va jusqu'au feutrage du caban, ce qui lui donne aussi son côté imperméable. Et alors, une fois qu'on a choisi la laine, j'imagine en plus on peut choisir plein de couleurs. Exactement. Alors là, c'est tout le... Parce que le caban peut être coloré. Exactement. Alors nous, on a en général du marine, mais on a étoffé une gamme de couleurs qui vont du rouge au jaune, au vert. Après Dalmar marine, ça pourrait s'appeler Dalmar violet ou Dalmar jaune. Non, c'est vrai que ça dépend aussi évidemment de ce que nos clients recherchent. Voilà. Ensuite, c'est l'étape du patronage. Voilà, une fois qu'on a le dessin en tête, il faut ensuite concevoir en fait toutes les pièces du vêtement, ce qu'on appelle effectivement le patronage. Donc là, c'est un exemple, parce que maintenant tout est fait de manière électronique, mais c'est un exemple de patronage. Donc chaque pièce qu'on voit ici représente en fait une taille d'une pièce du vêtement. D'accord. Et du coup, là par exemple, ici, c'est une manche. Voilà. Ah oui. Alors, j'ai pas un caban évidemment, mais d'accord. Et alors,
Et ensuite, il faut l'assembler, du coup. Oui, et ça se passe où, l'assemblage ? L'assemblage, ça dépend, parce qu'on a plusieurs unités de fabrication qui sont en France, en Europe, qui nous suivent depuis de nombreuses années, qui ont un vrai savoir-faire sur le domaine, et du coup, qui assemblent, ils ont toutes les matières premières, et ensuite, ils assemblent les pièces. Est-ce qu'un jour, on pourra fabriquer vraiment à Paimpol ? Ça, c'est mon rêve. Ce serait le rêve ultime ? Oui, de faire revenir tout le savoir-faire, les machines, voilà. Non, j'en profite parce que depuis tout à l'heure, il y a ta maman qui travaille derrière nous dans le silence parce qu'elle n'a pas envie d'être interviewée. Comment ça se passe, le fait de travailler en famille, devant ta mère ? Voilà, devant ma mère, on en reparlera en off. Hein, non, ça se passe très bien. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, surtout dans les affaires familiales comme la nôtre qui a de nombreuses années d'existence, c'est le savoir-faire et surtout l'expérience qu'on a acquise depuis de nombreuses années. Donc c'est j'allais dire, grâce aussi à mes parents qui nous transmettent le savoir-faire. Un vrai échange intergénérationnel. Voilà. Très rapidement, on va en reparler tout à l'heure, mais vous allez mettre en place une façon de recycler les cabans en les ramenant ici. Vous allez pouvoir vous allez nous expliquer parce qu'on n'a plus le temps. Donc on va se retrouver dans la boutique dans quelques minutes. Ça tombe bien, on parle de caban. Moi, j'ai décidé de me faire mon cadeau de Noël à moi-même, maintenant, tout de suite, avant Avec Noël. Grand plaisir. Voilà, donc on se retrouve dans la boutique. Vous allez apprendre encore plein de choses. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et dans ce contexte sanitaire, vous le savez, priorité à l'emploi. Dans l'ensemble, c'est mieux. On vous présente chaque jour des métiers qui recrutent. Aujourd'hui, on vous présente le métier de caissière. Voyez le portrait de Stéphanie. Petit sac. Vous voulez que je mette le frais directement dedans ? Stéphanie Céleste, 37 ans, employée libre-service. Je suis venue ici au départ tout simplement pour gagner de l'argent. J'ai commencé à travailler, ça m'a plu. Du coup, après, on reste et puis on aime ce qu'on fait. J'ouvre une caisse, donc là, je vais compter tout l'argent que j'ai dans ma caisse. Et normalement, je dois avoir 150 €. On m'a nommée responsable de rayon fruits et légumes. J'ai adoré ce poste. C'est un métier très polyvalent. Dans la même journée, on peut commencer en caisse, en fait, et être amené à aller en rayon. S'il y a de la casse, nettoyer. On est multitâche. Bonjour, madame. Je cherche du lait de coco. Oui, venez avec moi. Juste là, madame. Voilà. Bonne journée, madame. C'est un métier où on est tout le temps dans le speed, on ne voit pas nos journées passer. Il ne faut pas traîner la patte. Il n'y a pas de temps mort. Quand on a un petit moment qu'il n'y a pas trop de monde en caisse, on profite pour désinfecter tout ce qui est quali. Je pense que cette crise sanitaire nous a rendu un peu visibles aux yeux des gens. Qu'en fait, on est peut-être des petits dans la société, mais en fait, c'est très important parce qu'on fournit la nourriture à tout le monde. Bon courage. Merci, bonne journée, madame. Il y a eu beaucoup de compassion pour nous. Vous avez du courage, bravo, merci d'être là. Et c'est agréable à entendre, en fait. Les masques, les plexis, malgré toutes ces barrières, on a encore le contact avec les clients, donc c'est agréable. Bien, cela, c'est ça ? C'est 3,49 €, oui, madame. Merci. J'ai mes petits habitués, j'ai mes petites personnes âgées qui viennent et puis ils aiment bien discuter. Souvent des personnes un peu seules, donc ils viennent là pour trouver du réconfort et j'essaye de leur transmettre tout ce que je peux en fait. Pour faire ce métier, il faut aimer le contact avec les gens. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, nous sommes avec Véronique Micolo. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère pour l'emploi à Rennes. Alors, ils font partie des corps de métier qui nous ont été essentiels pendant cette crise sanitaire. Comme le disait Stéphanie, c'est surtout un métier multitâche, caissière. Exactement, ouais, tout à fait. C'est un métier qui fait appel à une grande polyvalence puisque non seulement il y a l'encaissement, la gestion de la caisse, mais on se rend bien compte également, le reportage illustre bien qu'il y a beaucoup de contacts clientèle, de renseignements, d'orientation et aussi de la mise en rayon pour le bon fonctionnement de l'espace de vente. C'est vrai qu'on dit souvent caissière, c'est parce que les femmes sont plus nombreuses dans ce métier ? Alors, comme on le voit, c'est un métier qui est ouvert à tous. Effectivement, on se rend compte au quotidien qu'il y a beaucoup de femmes caissières, mais c'est vraiment un métier qui est ouvert à tous.
Alors c'est une profession où on n'a pas forcément besoin de diplôme. Cependant, certains employeurs privilégient ceux qui ont une formation en lien avec le métier. Exactement. C'est effectivement un métier accessible sans diplôme. Toutefois, comme vous le disiez, les recruteurs sont quand même regardent les personnes qui ont un CAP, employé de vente commerce ou un bac pro technicien conseil vente. Par contre, on constate également que les employeurs forment également en interne au moment du recrutement. Et quelles sont les offres à pourvoir sur le territoire breton, Véronique ? Aujourd'hui, on a en moyenne une centaine d'offres sur la Bretagne pour ce poste-là, pour ce type de poste-là. Et pour quel niveau de salaire ? Alors, au départ, c'est un SMIC. Par contre, effectivement, en fonction des des enseignes, il peut y avoir une politique de prime qui peut s'ajouter à ce salaire de base. Un dernier conseil, Véronique, pour celles et ceux qui souhaitent postuler à ce type d'offre ? Alors, il y a toujours les offres qui sont disponibles sur le site de Pôle emploi, mais également sur le site La Bonne Boîte. Exactement. La Bonne Boîte qui va répertorier les entreprises qui recrutent sur ce type de métier en fonction de sa mobilité géographique. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces informations. À la prochaine. Et c'est aussi un élément essentiel lors de tout entretien de recrutement. Quel ton adopter face à un recruteur ? La réponse avec Arthur Partigos. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Quel ton adopter face à un recruteur ? Pour le savoir, il faut l'écouter attentivement, afin de vous adapter à son comportement. S'il est chaleureux, bienveillant, suivez le mouvement. Mais s'il est familier, ce n'est pas une raison pour vous laisser aller aux confidences. Vous restez pro, et le tutoiement, c'est non. Un recruteur, stressé, agacé ou autoritaire, ça arrive aussi, et c'est déstabilisant. En face, vous êtes une sorte de maître Yoda, imperturbable et souriant. Même chose s'il est mutique ou lymphatique. N'essayez pas de remplir les blancs. Enfin, n'ayez pas peur de dire « je » plutôt que « nous » ou « on ». Parce que c'est bien votre expérience qui intéresse le recruteur. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et comme beaucoup de structures sur notre territoire, le Centre de culture scientifique de Brest, plus connu sous le nom d'Océanopolis, a lui aussi dû s'adapter à la crise sanitaire. Et nous sommes avec Anne Rognan. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous êtes conservatrice et responsable médiation scientifique et culturelle à Océanopolis. Alors chaque année, vous accueillez 35 000 élèves. Avec le Covid-19, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous avez décidé de lancer des e-classes, des classes virtuelles. Quel est le principe ? Alors évidemment, le confinement nous a demandé de nous réinventer l'échange, la rencontre, et nous avons créé les e-classes Océanopolis. Le principe, c'est en direct, en live d'Océanopolis, dans nos salles pédagogiques, nous réalisons des ateliers pour les élèves du CP à la terminale, et dans la classe, les élèves assistent et interagissent avec les médiateurs scientifiques en direct sur un sujet lié à la culture scientifique, à l'océan, à l'engagement, aux pollutions plastiques, etc. Et quelles sont les thématiques qui sont explorées ? Alors nous, ce qui est important en général, en fait, en science, on a un outil qui est formidable, c'est la démarche scientifique. Et en ce moment, c'est important dans ce contexte de confinement, de crise sanitaire, la culture scientifique, elle a un rôle à jouer. Et nous essayons de les sensibiliser. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, aux pollutions plastiques, c'est un sujet qui a beaucoup de succès dans les établissements scolaires, mais aussi au mode d'alimentation dans l'océan, au changement climatique, mais également à la classification des animaux marins, etc. Et ce n'est pas que des cours magistraux, c'est ce que vous me disiez, c'est qu'il y a beaucoup d'interactivité. Comment vous faites ? Alors, le médiateur scientifique, dans la salle, dispose de plusieurs caméras. Alors, j'ai pas osé dire que c'est une mini émission de télévision, mais presque. En tout cas, nous avons 5 caméras et des caméras qui permettent au médiateur scientifique de mettre directement un objet, un animal sous binoculaire, sous microscope et réalise des expériences avec les conseils des élèves en direct dans la classe qui vont émettre telle ou telle hypothèse. Donc il y a une certaine interactivité. Quand on entend les élèves réagir à la fin de l'e-class Océanopolis, ils ont envie de nous retrouver finalement une autre journée en direct.
C'était important pour vous de garder le lien avec les élèves en ce contexte ? Oui, alors ce sont nos missions de service public, mais à la fois c'est garder les liens avec l'éducation nationale et finalement essayer d'une certaine continuité pédagogique. Pour nous, c'est important. Ces 35 000 élèves que nous accueillons de la petite section maternelle jusqu'au Master 2, nous avons très hâte de les retrouver en présentiel. Mais finalement, ces classes, elles vont aussi permettre de rentrer dans certains territoires qui n'ont pas la possibilité de venir jusque Brest et pouvoir accéder à ce contenu scientifique. Et selon vous, la culture scientifique a son rôle à jouer dans cette crise sanitaire que nous traversons ? Oui, alors pour moi, c'est très important. Ce sont évidemment des valeurs que nous défendons depuis 30 ans à Océanopolis. Alors, certainement dédiées à l'océan, mais nous voyons très bien qu'en ce moment, il faut redonner la place aux scientifiques dans notre société. Et la culture scientifique, elle permet aussi aux élèves, aux jeunes, de les sensibiliser finalement, de développer chez eux des formes d'esprit critique, pour appréhender au mieux ce qu'on leur raconte voilà, au quotidien. Et ces e-classes, c'est des concepts que vous allez poursuivre quand la crise sera derrière nous ? Oui, je pense que finalement, ce travail que nous avons réalisé dans la première période de confinement vient un peu intéresser les établissements scolaires à Paris, à Marseille, à Toulouse, un petit peu partout. Nous allons même essayer de le faire avec certains de nos partenaires. Ce matin, j'étais en relation avec des classes au Canada, au Québec. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être aller un petit peu au-delà de notre territoire français, en tout cas. En tout cas, quand la crise sera derrière nous, j'invite tous ceux qui peuvent aller voir Océanopolis, parce que ça vaut quand même le détour en vrai. Merci beaucoup Anne Rognan d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est l'heure maintenant de notre belle histoire du jour. Céline, vous nous faites découvrir une belle initiative étudiante. Oui, en fait, ce sont 5 étudiants de l'Université de Bretagne Sud qui se sont rendus à la maison d'arrêt de Vannes pour des séances de théâtre d'improvisation avec 5 jeunes détenus. Et quelle est l'origine de cette initiative ? C'est le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et probation, avec la directrice Sarah Dardiville et Guillaume Blandin, qui est un des professeurs de la maison d'arrêt, qui ont eu l'envie de créer l'animation constructive pour les jeunes. Ils se sont mis en relation avec une coordinatrice de l'université et de fil en aiguille, la clique du clic, c'est le nom de l'association, avec Johan Delaunay qui a été du coup le professeur, le coach pendant toutes ces séances d'improvisation. Et l'objectif, c'est vraiment de faire tomber un peu les clichés, dépasser les a priori qu'on pourrait avoir l'un envers l'autre et puis apprendre à s'exprimer. Une belle clique, comme diraient les jeunes, qui sont donc ces jeunes qui ont intégré ce projet. C'est 5 jeunes du Master 2 Banque et Gestion. Et 5 détenus qui font partie d'un programme de remise à niveau scolaire. On pourrait penser que ça aurait peut-être été plus judicieux avec des étudiants en droit, par exemple, sauf que non, l'idée, c'est justement d'aller dans le cliché. Qu'est-ce que pensent les détenus des banquiers qui sont un petit peu pincés dans leur costard, qui sont trop sérieux, qui leur pompent tous leurs sous? Et qu'est-ce que pensent les banquiers des détenus qui sont pas solvables, pas fiables? Donc l'idée, c'était de casser tout ça et de créer la rencontre au travers de ces théâtres d'improvisation, 2 mondes différents, mais finalement, ils doivent créer une histoire ensemble. Et justement, comment s'est passée cette rencontre ? Alors, Johan Delaunay raconte qu'il a vu 10 étudiants, 10 jeunes de 24 ans. Il y en a 5 qui passent par la porte d'entrée de la maison d'arrêt et 5 par la porte de détention. Ils viennent avec les mêmes craintes parce que c'est un univers inconnu pour eux, l'improvisation. Et ils repartent avec les mêmes satisfactions. Il y a des niveaux vraiment égaux dans l'improvisation et pourtant ils viennent d'origines complètement différentes. Et en fait, il y a comme une unité qui se crée. Et ils se sont même rendus compte qu'il y avait des points communs, finalement. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils aimaient tous les deux le PSG, d'autres les voitures. Et ça crée du lien, mine de rien. Ils sont dans la même barque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces sessions d'improvisation ? Il y a eu 6 ateliers d'organisés, 6 après-midi, pendant lesquels ça commence toujours par une inclusion, c'est-à-dire un brise-glace. On essaye de se mettre à l'aise, par exemple. Marcher, il y en a un qui marche à l'aveugle et l'autre qui doit le guider et l'autre doit faire confiance. Ou bien le balancier, je me penche et puis il faut qu'on me retienne devant et qu'on me retienne derrière. C'est une histoire de prendre confiance en l'autre. On fait des exercices, bien sûr, après, pendant tout l'après-midi. Alors, ils travaillent sur la posture, sur le rythme, la voix, les émotions.
comment est-ce qu'ils expriment leurs émotions. Et ça se finit toujours par ce que l'on appelle une déclusion, une clôture de la séance. Par exemple, quelle est la météo intérieure en cette fin de journée? Quel est le mot-clé que vous retenez par rapport à ce qu'on a vécu ensemble? Voilà comment ça se déroule. Et pourquoi ils ont choisi l'improvisation comme fil directeur? Finalement, quand on est en improvisation, là, dans ce contexte de la maison d'arrêt, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de mise en scène, c'est juste l'acteur qui vient avec ce qu'il est. Et donc de composer ensemble. Et vu qu'ils sont tous les deux, comme je le disais, dans la même barque, c'est deux univers dans la même barque, c'est la tolérance qui est là. Ils se soutiennent aussi mutuellement, ils apprennent à se connaître. Et le théâtre a beaucoup de bienfaits, puisque finalement, on apprend à gagner en spontanéité. On apprend à s'exprimer, à gérer notre stress. On sort de notre zone de confort quelque part et c'est signe de progression parce qu'on va au-delà de ce que l'on connaît déjà. Et tous, je crois, sont unanimes pour dire, ces 10 jeunes qui se sont rencontrés, pour dire qu'ils ont gagné en confiance en eux. Et un point aussi quand même que je voulais souligner, c'est que pour ces jeunes détenus, c'est aussi un temps où ils oublient leurs soucis. Ils sont dans un autre monde. Quand vous dites tout ça, on a envie de voir leur travail. Est-ce que c'est possible de voir ces sessions d'improvisation? Ça aurait dû. Mais un confinement est passé par là. Ils devaient tous se retrouver, mais oui. Le 6 novembre, ils devaient tous se retrouver sur la scène du Zigo Comédie à Vannes. Et les détenus devaient avoir des permissions de sortie. Il devait y avoir des matchs d'impro avec des duos, un étudiant, un détenu. Ça n'a pas été possible, mais Sarah Dardeville, qui est la directrice du SPIP, dit dans le Télégramme qu'elle compte bien rééditer le projet l'an prochain, en espérant cette fois pouvoir aller jusqu'au bout. On y croit tous. Merci beaucoup Céline pour cette initiative solidaire. Et autre idée solidaire pour celles et ceux qui souhaitent aider à l'approche des fêtes de fin d'année, voyez notre idée du jour. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jouets qui ne servent plus? On pourrait les donner aux enfants qui n'en ont pas. Plutôt que de jeter ou de laisser traîner dans les placards des jouets que vos bambins n'utilisent plus, pensez aux enfants qui ne sont pas aussi gâtés et qui rêveraient de jouer avec. Partout en France, des collectes sont organisées. Vous pouvez aussi les apporter à des associations caritatives qui se chargeront de les redistribuer à des familles défavorisées. C'est le cas par exemple d'Emmaüs, du Secours populaire ou de la Croix-Rouge. Mais il existe aussi de multiples initiatives comme celle de Smile, un réseau d'entraide et de partage entre voisins dont fait partie Morgane et qui organise cette année un grand don de jouets solidaires. L'idée, c'est vraiment de vider ses placards, de vider ses bibliothèques, de donner livres, jeux, jouets, tout ce que vous avez qui ne sert plus, qui est toujours en bon état. Mobilisons-nous, c'est facile pour faire passer le plus chouette Noël possible à un maximum d'enfants malgré la crise que nous vivons. Ça sera un phare dans la tempête. Pour que aucun enfant ne soit oublié ce Noël, vous aussi jouez la solidaire avec les jouets. À vous de jouer maintenant. On part retrouver maintenant Evan à Paimpol. Salut Evan. T'es au top de tes essentiels de la mode bretonne, c'est bon? Salut Anne Fontaine. Tu peux m'appeler Corto Maltese maintenant, c'est classe le caban. Alors Marité, oui, vous avez un client qui vient de rentrer, c'est la magie du direct, il ou elle attendra un petit peu. Comment vous faites Marité pour toujours trouver la pièce qui va nous mettre en beauté? Quand le client rentre dans le magasin, on voit tout de suite sur la morphologie du client. Et vous nous analysez? Oui. Vous n'aviez pas vu que j'avais pris un peu de poids? C'est la déformation professionnelle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Anne Fontaine, notre animatrice préférée, pour qu'elle ait un beau caban? J'ai ce beau modèle, là, rouge, que on peut porter avec soit basket, jean, classique, jupe, bottes cavalière. Le caban va vraiment à tout le monde. Voilà, qui va à tout le monde. Exactement. Un noir et un T'en as déjà deux? Ah bah voilà, jamais 203, c'est bien connu. Ah oui, t'écoutes, c'est vrai. Alors, on peut aussi customiser les boutons. Exactement. On voit ici, il y a des petits boutons dorés. Oui. Donc, on peut choisir la couleur de ces boutons. Nous vendons des kits de boutons que nous-mêmes, dans la journée, on peut les changer. Bon, Edith, j'ai un petit peu chaud. Je vais l'enlever, je le mettrai dehors parce que c'est quand même un vêtement d'extérieur. Voilà. On est d'accord? Qui est en laine, 80%. 80%. Je vous laisse le mettre à la caisse. Oui. Je passerai après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maxime, j'aimerais aussi que tu nous parles de cette belle collaboration que vous avez faite avec le Bélem. Que vous habillez tout l'équipage. On voit ici les tenues. La fondation Bélem, c'est la sauvegarde aussi du bateau.
info. Donc du coup, nous, depuis 2019, l'entreprise d'Almar Marine fabrique les vêtements pour la Fondation Bellem. Donc il y a une partie qui est reversée à l'association, à la fondation, et du coup on a dérivé plusieurs modèles pour la fondation. Alors si on ne peut pas venir ici à la boutique de Paimpol pour acheter ou refaire sa nouvelle garde-robe, comment on fait pour vous trouver? Alors nous on a à peu près 200 points de vente qui sont alors en France, beaucoup sur le littoral, aussi dans les grandes villes, et également à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, bref, il y a de quoi faire. Vous affichez fièrement votre couleur bretonne, vous avez cette petite marque, la marque Bretagne, qu'est-ce que ça vous apporte? La Bretagne s'exporte beaucoup, les Bretons s'exportent beaucoup, et fiers d'être marque Bretagne et de l'exporter. Et nos clients nous demandent justement, nous identifient beaucoup grâce à ça. Et comment ça se passe quand on a un pas de porte comme ici à Paimpol par rapport à Internet? Est-ce que vous avez aussi dû vous adapter? On a développé depuis un certain nombre d'années déjà la vente en ligne, la vente par correspondance. Alors c'est plus particulier qu'une vente physique. Marité le disait tout à l'heure, elle voit la personne, là on ne le voit pas. Par contre, ça demande à poser des questions, à s'adapter, et on y arrive très bien parce qu'on a beaucoup développé cette partie de vente en ligne. D'Almar Marine, c'est combien de personnes qui travaillent à l'année maintenant? Alors aujourd'hui, d'Almar Marine, c'est 40 personnes, et si on compte toute la partie façon, ça représente 90 personnes. Ah oui. Voilà. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de la mode? D'Almar Marine n'est pas forcément dans la mode, on traverse le temps. Après, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc j'ai envie de dire, faut traverser le temps avec des produits durables. Voilà, et alors justement, produits durables, vous avez mis en place toute une façon de recycler les cabans, explique-nous. Oui, alors en fait l'idée elle est simple. Nous on fait des vêtements qui durent dans le temps. Certains clients font 20 ans, 30 ans avec, et puis au bout d'un certain temps ils se disent j'ai envie de changer. Et du coup on leur dit revenez avec votre caban. Puis du coup nous on leur offre un bon d'achat pour s'acheter un nouveau caban. Voilà. Ah c'est top. Et puis, derrière, on va recycler derrière le... Qu'est-ce que vous allez en faire? Oui, parce que derrière, c'est bien de reprendre le caban, mais après, il faut réutiliser les boutons, on peut réutiliser la matière pour la remettre dans un circuit court. Donc, c'est toute l'idée du projet qu'on met en place. En tout cas, tu en parles avec passion de ces cabans et de ces pulls marins qu'on voit derrière nous. Merci beaucoup, Maxime. C'est déjà la fin de l'émission. Anne Fantet, est-ce que tu veux que je te fasse un petit shopping de Noël? Parce que là, moi, ça y est, je remplis la hotte du Père Noël, je n'en peux plus. Je compte sur toi. C'est l'occasion d'en profiter. Je te laisse choisir. Sachant que c'est le patron de France 3 qui paye, il m'a envoyé un SMS. Je suis pas sûre, mais merci beaucoup, Evan. À demain. Et demain, dans Ensemble, c'est mieux, on baignera dans l'univers féerique de Noël. On reviendra sur cette magie qui illumine les yeux des petits et grands. Ce sera notre thème du jour. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.